Voilà, débutons avec nos échanges fidèles téléspectateurs et dans Fait le Point, aujourd'hui nous parlons sur la loi sur la vente au détail réservée aux nationaux, cette loi qui reste ignorée. Dans un contexte économique marqué par la concurrence accrue entre petits commerçants nationaux et acteurs étrangers, la loi numéro 79-091 du 2 août 1979 qui réserve la vente au détail aux Congolais suscite des vives inquiétudes parmi les acteurs locaux. Alors que de nombreux expatriés continuent d'exercer illégalement dans ces secteurs, voilà, les tenanciers des petits commerces intensifient leurs demandes auprès du gouvernement pour faire respecter cette réglementation. On fait le point ce matin sur les enjeux de cette loi, son application et les implications. Et notre invité, c'est Monsieur Papi Mbia, qui est chercheur en droit international et relations internationales et membre du collectif de l'intelligence. Justement. Bon matin à vous, Monsieur Papi Mbia. Merci beaucoup. Avec ces détails, je ne l'ai pas Il est membre du collectif de l'intelligence stratégique. Très bien. Il est aussi initiateur de la méthode MBPOS, placement, remplacement, déplacement. Très bien. Un consultant senior de deuxième place. Parfait. Alors, après ces présentations, M. Papi Mbia, nous allons commencer avec notre échange. Et la première question que je vous pose est celle-ci. Alors, dans le contexte de cette loi, pourriez-vous brièvement expliquer l'ordonnance loi numéro 79-021 du 2 août 1979 portant réglementation du petit commerce et ses objectifs initiaux? En fait, la loi 79 de 1979 aussi. Oui. En fait, c'est cette loi qui voulait que le petit commerce ou le petit peuple puisse avoir un peu de ressources face aux étrangers qui viennent chercher de l'argent chez nous. Voilà. Alors, le législateur a mis cette loi pour protéger les petits commerçants qui n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire que les étrangers qui viennent avec de gros moyens ne peuvent pas vendre leurs articles au détail. Parce que s'ils font la vente en gros et la vente en détail, il y a un risque que sur le plan économique, que nos membres de la RDC et que le Congolais ne puisse pas se retrouver sur le marché de vente. Et bon, en fait, cette loi-là, bon, en fait, comme vous regardez du point de vue applicabilité, et comme en RDC, beaucoup de tests souffrent de l'applicabilité, il est difficile que cette loi soit appliquée parce que le Congolais reste encore le peuple le plus bizarre et le plus compliqué de la région de Grand Lac par son caractère extrêmement compliqué. Très bien. Alors, la deuxième question que je vous aurais posée, que diriez-vous de l'application de cette loi à ce stade en République démocratique du Congo en tenant compte des réalités du monde commercial, quoi? En fait, ça complique un peu dans ce monde-là, parce que pour bien appliquer, il nous faut d'abord avoir une vision. Il nous faut avoir un leadership commercial exemplaire. Il nous faut avoir des gens qui écoutent et qui suivent ce que le législateur dit et que l'application. S'il y a des amendes à faire, s'il y a de contraintes autour de cette loi, parce que sans contrainte, on ne sait pas aller de l'avant, que ce soit aux étrangers, que ce soit aux nationaux, donc ça doit être d'application. Mais ce qui fait que le Congo n'arrive pas que le Congolais ne se retrouve pas, c'est au niveau de cette applicabilité de cette loi-là. Voilà. Donc, comme les lois économiques sont têtues et rancunières, donc il est difficile également dans ce jeu où la survivance au plus apte est d'application que les enfants du Congo se retrouvent. Je m'en vais vous donner l'exemple de nos amis indiens. Les Indiens, quand ils viennent, ils ont leur objectif. Aujourd'hui, on peut tourner autour de 300 000 Indiens et ils sont là avec leur objectif. Ils achètent... C'est sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire et surtout dans de grandes villes comme Lubumbashi, comme la capitale Kinshasa. Donc quand ils arrivent, ils vous achètent même de parcelles à valeur foncière égale à 0. Ils achètent ça à 1 million avec un objectif, une construction dans le limite, peut-être 8 mois, ils terminent, ils commencent à exploiter. Et nous sommes en train de regarder et que d'ici quelques années, ils seront également plus nombreux et ça peut aussi créer des problèmes entre l'Inde, les Indiens et les Congolais. On ne voit pas ces dangers-là. Eux, ils sont organisés, ils ont une vision. Comparativement à nous, Congolais, on n'a pas de vision. Je vous donne l'exemple de nos amis chinois. La Chine, en termes d'échanges crématistique, arrive à hauteur de 200 milliards d'échanges de marchandises avec le continent africain. Et que la RDC aussi fait des échanges en termes de milliards avec nos amis chinois. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que nous donnons en retour
et à l'Inde et à la Chine. Mais l'Inde, les Indiens, ils ont compris qu'en voulant faire de commerce en RDC, comme il y a possibilité de faire le commerce en gros et en détail, ils ont beaucoup d'argent qu'ils peuvent gagner, ils avancent d'abord leurs frères, que le peuple indien puisse occuper d'abord l'espace. Et vous allez remarquer que tout ce qui se passe chez les Indiens, ça se passe entre eux. Un Indien qui arrive, il est logé dans un hôtel d'un Indien, il mange dans un restaurant d'un Indien, il achète dans un magasin d'un Indien, dans les supermarchés d'un Indien. Donc, les Congolais sont en train de s'effacer dans tous les domaines. Vous allez voir que d'ici quelques années, l'Inde, ne sachant pas faire une concurrence avec la toute-puissante Chine sur le plan économique, en étant ici, vous allez voir que ces Indiens vont nous imposer des articles made in India. Donc, comparativement aux Chinois qui n'arrivent pas à occuper l'espace, ils sont la tête comme le Congolais, tout droit dans les mines. Mais les Indiens, eux, ne négligent rien. Ils sont dans les mines, ils sont aussi dans le petit commerce et dans le commerce en gros. Donc, quelle est la vision de nos amis de la RDC? Donc, sous le plan de l'intelligence stratégique et de présence de nos amis congolais, on ne le voit pas. Le test n'est pas d'application et même l'achat, donc c'est de recettes invisibles, des dépenses aléatoires. Donc, même au niveau de l'achat, on constate qu'il n'y a pas de suivi, c'est du n'importe quoi, des gens achètent des choses sans facture, on ne sait pas sur quelle base l'État va calculer de taxes, et pourtant il y a des taxes, des impôts directs et des impôts indirects pour aider l'État propriétaire à pouvoir avoir l'argent nécessaire pour organiser l'État et arriver à payer le fonctionnaire de l'État. Donc il est difficile dans ces contextes d'avoir le pays le plus bizarre qui est la RDC. J'ai toujours dit que le caractère de la population, c'est un facteur important du développement intégral. Mais la RDC, curieusement, c'est le caractère le plus bizarre au monde, c'est le caractère le plus bizarre en Afrique et c'est le caractère unique et exceptionnel au niveau de la région de Grand Lac. Et avec ça, il est difficile que le Congo puisse se développer. Ok, très bien. Alors, d'après vous, M. Papimbi, quel impact pensez-vous que la violation de cette loi par les étrangers assure les petits commerçants? En violant ces lois, quel est l'impact qu'on peut retrouver au sein de ces petits commerçants? Et d'autant plus que ces étrangers viennent vendre également en détail. Bon, en fait, l'impact, c'est que ça sera également très négatif pour nos frères congolais parce que, premièrement, ils vont disparaître dans le petit commerce et que le petit commerce réalisé par le Congolais, vu que les Indiens, ils vendent ici, ils ont leur usine dans leur pays, donc ils achètent à très moins cher chez eux, ils viennent vendre à plus cher ici chez nous, et c'est peut-être leur usine là-bas qui viennent vendre. Or, le Congolais, en allant en Inde ou en Chine, ils achètent là-bas pour venir vendre ici. Mais si ces usines, ils ont leur représentation ici, ils vendent en gros et en détail, donc l'impact, c'est que les Congolais vont finalement disparaître. Et que le peu qui résiste, c'est juste pour la survie et payer le loyer. Ici, on ne le sait pas. Même le loyer, c'est le loyer le plus bizarre au niveau de la région de Grand Lac. Vous trouvez un petit magasin de rien du tout avec un loyer de 1 800 $, de 1 200, payer les personnels, payer l'État. Et surtout qu'en fait, il y a limitation de nombre de jours également par mois. Donc, on est passé de 26 à 22. Donc, vous allez comprendre que peut-être dans le public, mais ça diminue également le nombre, ça diminue la circulation de gens dans le lieu, espace commercial. Et ça aura aussi d'impact économique. Ça va faire que ça sera difficile que les gens qui vendent se retrouvent chaque mois avec un montant X dans leur compte, dans leur épargne, acheter la marchandise et puis assurer leur survie. Donc la plupart des Congolais, ils ne font ces petits commerces uniquement pour le loyer, pour manger, pour survivre. Donc ils ne peuvent pas épargner et faire de grandes choses dans les jours à venir. Donc c'est vraiment très bizarre pour... Très bien, mais comment évaluez-vous cette concurrence que ces commerçants étrangers ramènent sur le marché? Bon, en fait, la concurrence donne plus d'avantages aux étrangers qu'aux nationaux. Parce que nous avons de très beaux tests et que ces tests souffrent d'applicabilité. Le test de la République démocratique du Congo, si on le donnait dans un autre tas où les gens se décident de les appliquer, et je pense que c'est le meilleur test que nous avons dans beaucoup de domaines. Mais au niveau de l'application, les Congolais ne sont pas là. Donc on ne sait pas où est la tête du Congolais et quand est-ce qu'il réfléchit, comment ou combien avec qui, et s'associer. Et aussi, ce qui fait que la plupart des Congolais n'arrivent pas à émerger et à avancer, c'est au niveau du caractère. Soyez un patron, je ne sais pas, à Dubaï ou je ne sais pas, en Chine, essayez de travailler avec un Congolais. La première des choses, le réflexe, c'est disparaître avec votre argent. Et en fait, s'il disparaît, sachant qu'il achetait beaucoup chez vous,
il vous donne déjà une idée, il devient un pont en or pour vous, et il vous donne le courage de venir. Il y en a beaucoup. Qui n'ont pas les bonnes. Il y en a beaucoup. Vous savez, le problème que nous avons ici, il est difficile de distinguer, de comprendre des concepts simples dans le business plan et dans le business, notamment l'association, le partenariat, la propriété, la copropriété. Il est difficile de comprendre ces concepts et c'est ce qui fait que la plupart des jeunes commerçants congolais n'arrivent pas à avancer. Et que, bon, la gestion aussi pose aussi un problème. Ouais, et nous avons aussi un problème de gestion. Comment quelqu'un qui prend, par exemple, 40 000 $ dans une banque, il commence par acheter une Jeep de 23 000 avec l'argent de la banque qu'il doit rembourser pendant un montant X ou Y. Et quand il amène la marchandise, première chose, il n'a même pas le temps d'aller contrôler cette marchandise. Il est tout le temps dans des terrasses, il est tout le temps avec de belles filles du quartier. Donc, il n'a vraiment pas le temps de se concentrer à cette gestion-là. Ouais. Et puis après, il a des problèmes avec la banque. C'est peut-être un problème de tension élevée. Et puis après, bon, il devient pouloulou, quoi. Parfait. Alors revenons sur cette concurrence. Est-ce qu'il y a certains exemples concrets pour vous servir d'un marché comme le Grand Katanga ou le Haut Katanga, certains exemples concrets des étrangers qui viennent en concurrence devant ces commerçants louchois? Bon, je vous donne l'exemple de supermarchés. Ouais. Connaissez-vous le nom de Congolais qui ont des supermarchés sur la ville? Vous en connaissez? Je ne pense pas. Quelques-uns, oui. Supermarché de Congolais. Des mini-supermarchés. Voilà, des kiosques. Vraiment. Il n'y a presque pas de supermarché. Avec tout ce qu'on dit, le Congo a beaucoup de minéraux et tout ça. Ouais. Bon, en fait, je vous donne l'exemple. Moi, quand on grandissait, à l'époque de notre très heureuse adolescence, on savait que si on nous envoie en ville acheter le clou, le marteau, ou soit quelques tournevis, on allait chez Kaleja, Kenkeleri Kaleja, Kenkeleri Moutachi, excusez de donner ces exemples, mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Donc il y a tous les Indiens sur nos avenues, il y a des Indo-Pakistanais, donc la tendance c'est la disparition de nos frères. On avait Kenkeri Noka, Noka et fils, bon c'est eux qui nous donnaient de matériaux de construction. Bon en fait ces gens-là, leurs fournisseurs deviennent aussi vendeurs ici et ils vendent en gros et en détail. La conséquence c'est que nos frères ne savent pas se maintenir dans le jeu et que le jeu qui est aussi très compliqué parce que nous sommes aussi un pays qui n'a vraiment pas de banque pour accompagner les opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs. Donc la conséquence, c'est la disparition de ces familles-là, la disparition de ces opérateurs économiques et au profit de tous ces Indiens qui viennent gagner dans tout le domaine ici chez nous. Et que nous, ce que nous gagnons, c'est peut-être aussi aller encore acheter chez eux et puis bon, venir vendre sans faire des épargnes nécessaires. Très bien. Alors, qu'est-ce qui explique que le gouvernement ne parvient pas à régulariser ce secteur ou encore à mieux l'organiser? Serait-ce un problème de gouvernance ou encore on retrouverait carrément un problème de corruption? Il y a d'abord un problème de gouvernance, un problème de leadership, un problème d'organisation. Voilà. Nous avons le gouvernement souminois, on a l'impression que dans ces gouvernements, il n'y a que le jeune Moutamba qui essaie un peu de bouger par-ci par-là. Les autres ministres, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, en fait, ils sont trop nombreux pour que Moutamba soit seul sur le terrain, malgré qu'il est très fort sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il doit faire dans ce domaine-là, parce que lui et nous, on a fait la même école. Mais en fait, les autres aussi devaient aussi bouger. Celui de l'économie devait aussi bouger, celui de transport devait aussi bouger. Donc, il y a un problème d'organisation. Vous savez, pour réussir à gérer un État, il faut d'abord, l'intuition doit être noble, une organisation compétente, un effort sincère et un choix éclairé à partir de plusieurs solutions de réchange. Les Indiens sont en train de venir. Je vous ai dit, 300 000 Indiens, c'est énorme. Et quand ils viennent, ils savent, ils planifient tout. Ils commencent par atterrir par Kinshasa, ils apprennent vite la langue et ils vous parlent le lingala. Et une fois qu'ils maîtrisent la langue, ils sont déployés en province. Et nous sommes en train de regarder et ils sont en train de nous chasser de la ville avec 2 millions. Dites-moi, quelle est cette famille qui a eu 1 million, qui a fait un projet de 500 000 ici, à Lubumbashi? Parce que toutes ces parcelles achetées par les Indiens, qui n'ont pas de valeur foncière, ou soit leur valeur foncière égale à 0, de vieilles maisons de SNCC, on vous achète à 1 500 000. 3 mois après, cette famille n'existe plus sous la ville. On se dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui ont un background d'investir avec 1 million? Donc c'est aussi un problème de gestion que nous avons. Donc il faut faire attention
Parce que nous, en tant que stratèges, parce que je rappelle ici que je suis membre du collectif de l'intelligence stratégique, nous pensons sur plusieurs années. Et l'arrivée de ces Indiens, si c'est très mal géré, ça va nous poser un problème comme le problème que nous avons avec nos amis rwandais qui sont venus à l'époque du maréchal Mobutu. Aujourd'hui, c'est une guerre de plus de 30 ans. En fait, le jour où on aura des problèmes avec des Indiens, peut-être pour l'eau, pour l'électricité, pour la terre, pour le mine, et que si on en tue quelques-uns, parce que vivre en communauté, c'est aussi des problèmes, et les problèmes ne manqueront pas à surgir là avec des êtres humains, mais les hommes valeureux, bon, ce sont des gens qui font des efforts pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Ils vont entrer maintenant dans tout le détail, même des petits soudeurs du quartier, on va trouver des Indiens, parce que quelque part, ils ont aussi davantage d'un caractère. Bon, ils n'ont pas que l'envie de venir, c'est aussi des gens intègres. Donner à un Congolais un travail, il est fait pendant 2 ans. Vous donnez ce même travail à un Indien, dans 4 mois, ils vous rendent le travail et le travail bien fait, et sans voler l'argent. Bon, quelque part aussi, ce que nous pouvons tirer de ces peuples-là, ce sont des gens qui ont un sens élevé d'intégrité, et nous devons copier ça et profiter pour copier aussi la technologie qui nous amène avec tout ce que nous avons comme bâtiment autour de la ville. Mais le petit commerce, je pense qu'il faut que l'État propriétaire arrive à prendre des mesures. Nous avons des gens, écoutez, la plupart des acteurs politiques qui arrivent à des postes de responsabilité, c'est des gens qui n'arrivent pas par leur diplôme, c'est par passion. Peut-être parce qu'il s'est retrouvé en train de soulever la mallette du président fondateur du parti. Et quand on demande la personne que le parti va envoyer pour occuper un poste de responsabilité, et ce qu'ils appellent partage du gâteau, moi quand j'entends ça, fait très mal à l'oreille. Et bon, la République du Congo devient leur gâteau à partager. Et c'est quand même nos frères politiciens doivent faire de gros efforts afin de donner quand même une ligne de conduite, un leadership économique exemplaire, un leadership politique exemplaire, culturel exemplaire, pour que le Congolais se retrouve. Très bien. Quelles sont d'après vous, permettez, les principales difficultés que rencontre le gouvernement en rapport avec l'application de cette loi? Pouvez-vous les relever, s'il vous plaît? Bon, en fait, les difficultés que le gouvernement a, c'est dans le choix des acteurs. Nous avons la plupart des acteurs, ce sont des opportunismes, arrivismes qui arrivent à des postes de responsabilité, et que la plupart des gens qui sont sélectionnés dans nos partis politiques, pour la plupart, ce sont de véritables, je dirais, opportunistes, qui n'ont pas le background nécessaire pour assumer les fonctions qu'on leur donne. Une fois qu'il est assis, c'est discuter politique, recevoir en audience le membre de son parti politique au lieu de travailler pour le gouvernement. Et c'est ça, la politisation des entreprises publiques. On a tout politisé, et que le gouvernement, il n'y a pas assez de technocrates, c'est des politiciens. Donc c'est plus politique qu'on parle, qui va occuper tel poste, les gâteaux, on va les partager comment. Donc nous n'avons pas de gens intègres, capables, qui soient à mesure de prendre des postes de responsabilité et de faire le travail qu'il faut, de où, comment, combien, avec qui et comment le faire. C'est tout le problème que nous avons. Justement, puisque nous parlons de ce petit commerçant, mais quels sont les sentiments que ces commerçants locaux ont lorsqu'ils réalisent ce non-respect de loi? Le sentiment qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent pas où se plaindre. Le pays est tellement bizarre au monde, et en Afrique centrale, nous sommes le pays le plus bizarre. Et bizarre. Oui, un pays bizarre. Que devons-nous sous-entendre par ce pays bizarre? Bon, on ne sait pas qui gère qui, qui profitera le mieux, donc on est là. Donc, être très bizarre. Très bizarre, c'est par le caractère. Vous savez, ce qui fait monter les gens, la stabilité, que ce soit économique, politique ou culturelle, ça trouve un caractère. Quel caractère avons-nous? Nous n'avons pas de caractère. Et c'est ce qui fait que dans la grammaire de relations internationales, nous sommes un peuple qu'on place nulle part. Et que comment les gens qui viennent d'ailleurs arrivent à s'enrichir ici. Même le peu que ce peuple-là nous donne, nous le gérons très mal. Je vous ai donné l'exemple de gens qui ont eu des millions avec leur pasteur vendu à hauteur d'1 million. Aucun projet de 100 000 $ n'a réussi. Et toutes ces familles, c'est des désordres, des discussions au niveau de parquet pour se partager leur parcelle qui n'a pas de valeur foncière, qu'ils ont vendue auprès de 1 million et quelques auprès des Indiens. Mais une fois qu'ils ont cette somme-là, c'est des conflits, des discussions interminables. Donc, quelque part,
part, il y a un problème de manque d'éducation. Nous avons un nombre important de Congolais mal éduqués. Et que, deuxième chose aussi, le caractère qui est vraiment bizarre, parce que dans la grammaire de relations internationales, le caractère de la population, c'est un facteur de puissance. Oui. Et le Congo, on n'arrive pas à décoller parce qu'il faut avoir un caractère. Et ces caractères, on n'arrive pas à les trouver nulle part. Mais comment même dans nos églises, quand vous regardez les pasteurs des églises du Christ au Congo, oui, c'est des gens qui sont là pour eux-mêmes, pour leur jeep, pour leur bureau. Très bien. Vous êtes membre du collectif de l'intelligence et si nous allons vers les solutions, quelles sont les recommandations que vous aurez données pour l'application de cette loi? Pour l'application de cette loi, moi je vais d'abord commencer à former il faut amener en termes de recyclage les gens qui s'occupent de mesures d'encadrement de cette loi-là. Il faut leur faire un séminaire, un recyclage, une formation de comment le faire pour arriver à aider nos frères congolais en leur donnant des solutions de réchange. Oui. Il y a des gens qui ont juste besoin d'une petite formation pour bien décoller, pour arriver à bien gérer. Une formation de 2 mois, 3 mois, ça peut marcher. Mais en fait, si vous voulez le faire, bon, vous pouvez aussi avoir de gros ennuis avec la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays où parfois, pour réfléchir, il faut demander les autorisations. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que le gouvernement, c'est pour finir pratiquement nos échanges, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour jouer un rôle crucial et bien sûr protéger et relever les intérêts de ce commerçant congolais qui vend en détail? Bon, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par éduquer les gens qui viennent. Okay. Ils doivent nous trouver avec un caractère et que eux aussi doivent imiter ce qu'ils vont trouver. Mais par exemple, si quelqu'un vient, on lui dit tout, il y a un règlement et tu dois vendre au prix de gros, ou soit demi-gros, pour permettre que le Congolais se retrouve. Et que s'il va au-delà de ça, il y a des contraintes, il y a des mesures, il y a la loi, on peut l'arrêter, on peut fermer les magasins, et que s'il y a des exemples comme ça peut aider nos frères congolais. Mais vous allez trouver les mêmes Congolais sont capables. Donne-moi 2 piles, moi je suis pressé, pourquoi tu ne veux pas me vendre? Je ne sais pas acheter 12. Ils sont là, ils font la ligne. Et même quand ils achètent, ils ne demandent pas la facture. Et que ces gens-là, comment ils payent l'impôt? C'est par pure imagination. Comment l'État se retrouve dans l'impôt direct, impôt indirect, TVA, tout ça? Comment calcule-t-on ça? Donc on ne sait pas le faire parce que le Congolais est vraiment un peuple bizarre en Afrique et bizarre au monde. Ne pensez-vous pas que ce même Congolais essaie de contourner la loi en faisant le représentant, par exemple, d'une structure de petits commerces et les Indiens, que vous avez peut-être mentionné en exemple, se retrouvent derrière, mais lui fait tout pour contourner également la loi? Justement, le Congolais cherche toujours des mesures politiques, économiques, diplomatiques de contournement. Quand vous dites, OK, nous ne voulons pas que les Indiens vendent des choses en détail. Oui. Lui va se présenter là-bas. Moi, c'est Mac Chedi. Donnez-moi quelques cartons. Bon, je m'excuse de prendre l'exemple du directeur. Voilà. Je prends quelques cartons, je vais vendre au détail. Le soir, je vous amène l'argent. Tu me donnes encore un peu. Donc, au niveau du manque d'intégrité, il y a de petits voleurs à chaque 1 mètre carré au Congo. Ouais. Donc, ça rend difficile le développement intégral de ces pays. Moi, j'ai toujours dit que pour que ces pays se mettent debout, il y a 2 choses. Ouais. La peine de mort et la chicotte. Comme Mike Weber nous a toujours dit. L'État a le monopole de la contrainte légale. Il faut qu'on arrive à punir certaines personnes, à brûler certains magasins pour que l'ordre puisse revenir. Nous sommes en train de nous faire du mal nous-mêmes. Donc, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas d'applicabilité, et que l'État ne doit pas sélectionner les gens, uniquement ceux-là qui prennent de mallettes de présidents fondateurs de partis politiques, qui n'existent que pendant quelques mois, ils ferment, et ils attendent à 6 mois, 4 mois avant les élections pour réapparaître. Et voilà qu'on est en train de tout échouer. Moi, je donne l'exemple, raison au maréchal Mobutu qui disait dans le temps, vaut mieux le militantisme à 3 que d'avoir plus de 1000 partis politiques pour ne rien voir sur terrain. Donc, c'est quand même regrettable que nous sommes en train d'échouer politiquement, parce qu'avant, en 1960, on avait 14 millions d'habitants, moins de 10 évolués. Mais aujourd'hui, avec le nombre d'intellos que nous avons, surtout des professeurs d'université, sont en train d'accompagner des politiciens. Dans tout le cabinet, ils sont là. Et ils échouent avec. C'est quand même un peu plus bizarre et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut la contrainte pour que la RDC puisse se développer un peu plus rapidement. Bon, en fait... nous, on essaie aussi de faire quelque chose. Très bien. C'est ainsi que j'ai lancé la méthode MBPOS, placement, replacement, déplacement. Je rappelle ici que je suis membre du collectif de l'intelligence stratégique et conseiller en orientation du leadership du niveau 1. Très bien. Et vous êtes également chercheur en droit international et en relations internationales. Et merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Très bien.